Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité sur le podcast Écolo au boulot. On va pouvoir échanger avec Pascale Bossan, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Petit Manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat. Alors elle est chef d'entreprise et elle a dédié ce livre à tous les dirigeants ou salariés de TPE et PME, parce qu'en fait, quand on n'est pas une grande entreprise, on n'a pas forcément de guide qui existe pour savoir comment agir pour la protection du climat. On va pouvoir lui poser des questions sur pourquoi elle a écrit ce livre, quelles actions on peut imaginer mettre en place, est-ce que c'est difficile, comment est-ce qu'on s'organise. Donc que vous soyez écolo au boulot, tout seul, en tant que salarié ou en tant que dirigeant, restez, je pense que vous allez trouver de quoi vous motiver et surtout des idées pour agir. Donc Pascale Bossan, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une entreprise de gestion de patrimoine qui est engagée dans la finance verte. Et la première fois qu'on a échangé, vous faisiez ce constat. Vous aviez envie d'agir aussi depuis l'intérieur de votre entreprise, pas uniquement faire de la finance verte pour vos clients, et cherchiez un petit peu des guides, des modes d'emploi de comment agir en tant que petite structure. Vous n'en aviez pas trouvé, ou en tout cas rien qui vous satisfaisait, et donc vous avez décidé de le créer, et donc vous avez rédigé ce livre, Le Petit Manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat. Absolument. Félicitations déjà parce que c'est un très bel outil qui en plus est principalement focalisé sur l'action, et je pense que ça, pour tout dirigeant d'entreprise et même toute personne dans une entreprise qui a envie d'agir, c'est très utile. Donc dans ce livre, vous ressortez pas les chiffres du GIEC, mais vraiment des actions qui sont simples à mettre en place avec le nom des entreprises, des prestataires ou des associations que vous recommandez. Donc c'est vraiment très actionnable. On devine que du coup, derrière ces 130 pages de livres et d'actions concrètes, il y a beaucoup de travail. Voilà, encore bravo. Est-ce que vous voulez revenir sur l'histoire de votre livre ? Oui, avec plaisir et puis merci pour cette introduction et cette présentation. C'est vrai que lorsque j'ai voulu, transformer ma petite entreprise, je me suis trouvée, démunie comme vous l'avez rappelé. Lorsqu'on est un citoyen, on a beaucoup de livres, beaucoup de blogs qui peuvent nous aider à démarrer, des premières actions environnementales. Lorsqu'on est une PME, on n'a vraiment rien du tout. Et j'ai trouvé que c'était difficile de savoir par où commencer, de savoir quoi faire. Alors des ouvrages, sur le constat, climatique ou environnemental, il y en a plein, mais en tout cas des aides ou des guides pour nous, inciter à l'action, il y en avait pas. Et donc, pendant plusieurs années, peut-être 5, 6 ans, avec mes collaborateurs, on s'est demandé, finalement ce qu'on pouvait faire, et on a testé vraiment tout un tas de solutions. On aura l'occasion d'y revenir, et j'ai voulu partager, ces solutions qu'on avait identifiées. Et donc ce livre, Petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, est sorti l'année dernière aux éditions EMS. Je voulais que ce soit un petit prix. Le livre coûte 12 €, pour que ce soit pas un frein pour, quiconque, que ce soit, un salarié, un collaborateur ou un entrepreneur, pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Et puis je précise que je donne tous mes droits d'auteur à la fondation Good Planet. Pour moi, c'était important que ce soit un projet altruiste et cohérent. Ouais. D'ailleurs, la préface est signée de Yann Arthus Bertrand, Mmh. et il nous rappelle quelque chose qui est très vrai, et encore plus quand on a envie d'agir et qu'on se sent un peu tout petit dans une petite entreprise, c'est qu'en fait, il n'y a pas de petites actions et qu'elles sont toutes nécessaires pour amortir C'est ça. le changement climatique qui nous arrive droit dessus, et donc en fait, rien n'est vain. Oui, absolument. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ce que Yann Arthus Bertrand écrivait, que chacun finalement de nos gestes, si petits soient-ils, de toute façon servira d'amortisseur. Donc je trouve que c'est encourageant, et ça redonne, du sens ou de l'utilité, à nos petites actions. Complètement.
Alors, au début du livre, vous rappelez, donc, non pas donc, les chiffres alertants sur le Mmh. climat, mais plutôt pourquoi même une petite entreprise devrait agir. Dans les raisons, vous citez le fait que déjà, les collaborateurs, demain, c'est ce qu'ils vont demander. On voit qu'aujourd'hui, les lycéens Mmh. font des grèves pour le climat. Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ont envie d'être dans des entreprises qui sont investies pour le climat. Vous citez des mouvements d'entreprise, les entreprises à mission par exemple, voilà, des entreprises même petites qui agissent déjà et qui se regroupent pour donner un peu plus de visibilité et d'impact à ce qu'elles font. On voit que l'écologie, c'est un sujet de préoccupation grandissant chez les consommateurs. Donc a priori, si on a des consommateurs ou même qu'on est prestataire, c'est quelque chose qui va un jour, si ce n'est pas déjà le cas, intéresser nos clients. Et puis, la petite entreprise, au final, en France, on se rend compte qu'elle est majoritaire. On se focalise beaucoup sur les grandes entreprises. Au final, elles sont moins de 300. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai voulu commencer mon livre par là, en rappelant la place dans notre écosystème des PME, des petites entreprises. Enfin, c'est considérable. 99% des entreprises ont moins de 250 collaborateurs. Donc 99% des entreprises et 94% des entreprises ont moins de 10 collaborateurs. Donc, on est vraiment dans un écosystème avec beaucoup de toutes petites entreprises, beaucoup d'entrepreneurs individuels. Euh, et je pense que c'est vraiment fondamental de se dire que même dans une petite entreprise, finalement, ce qu'on va faire va compter et que même que si on n'agit pas, on n'y arrivera pas parce qu'on ne peut pas compter que sur les 300 plus grandes entreprises françaises. Oui, tout à fait. Et vous rappelez dans le livre que c'est 99% d'entreprises de moins de 250 salariés. Elles ont 50% de l'effectif des salariés en C'est France ça. et 45% du PIB. Donc, c'est vraiment pas Mm. neutre. Donc, tout seul dans son entreprise, on se sent peut-être un peu petit, mais au final, quand on regarde la masse de TPE et de PME, en fait, on est tous Mm. concernés. Et on représente l'immense majorité des Mm. entreprises. Tout à fait. Et puis c'est vrai que moi j'avais aussi envie un peu de porter la parole des PME parce que j'ai le sentiment que les grosses entreprises, bien sûr, elles ont beaucoup de moyens, elles ont des responsables du développement durable en interne. Alors ce qu'elles font n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas elles ont beaucoup de moyens humains, financiers, en termes de communication, etc. Et dans les PME, eh bien c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire qu'on a évidemment personne pour s'occuper de ces sujets-là. Et on a, je pense, aussi un déficit de communication. Il y a beaucoup de PME qui font plein de choses super, mais ce n'est pas assez connu. Donc c'est un des objectifs aussi de ce livre, c'est d'essayer de mettre en lumière des initiatives possibles ou déjà prises par des petites entreprises. Ouais, on retrouve d'ailleurs plein de témoignages et d'actions qui ont été faites par des petites entreprises à la fin du livre, et c'est très inspirant. Eh bien, merci. Quand j'ai partagé sur Instagram qu'on allait parler de votre livre prochainement sur Écolo au boulot, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées. L'une d'entre elles, c'était est-ce qu'en termes de retour sur investissement, c'est intéressant pour des petites entreprises de s'investir pour le climat? Alors, si on n'est pas convaincu pour la lutte contre le climat, ce que je pense que c'est de moins en moins vrai, aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore dans les petites entreprises de qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va être un retour sur investissement intéressant de mener des actions? Je pense qu'on ne peut pas occulter ce débat. Je pense que les personnes, les entrepreneurs qui ne sont pas du tout sensibilisés au sujet climatique, eh ben, prennent le sujet par cet angle-là et on ne peut pas ne pas faire avec cette approche. C'est pour ça que dans mon livre, en fait, j'ai classé les actions en 3 catégories, celles qui ne coûtent rien, celles qui coûtent un petit peu et celles qui sont plus engageantes. Et donc moi, mon conseil, c'est de démarrer par les actions qui ne coûtent rien, voire qui peuvent permettre de faire quelques économies. Après, bien sûr, pour moi, l'objectif, c'est de tout entrepreneur responsable, de toute entreprise responsable, c'est bien sûr d'essayer d'aller plus loin et finalement d'y consacrer au bout d'un moment quand même un peu de temps et un peu de budget pour être réellement impactant. En tout cas, toujours est-il qu'on peut démarrer bien sûr par non seulement les mesures qui ne coûtent rien, mais en tout cas ou bien celles qui peuvent faire faire quelques économies à l'entreprise. C'est les mesures les plus faciles à prendre. Il y en a déjà un certain nombre, donc je pense que ça peut permettre d'enclencher une dynamique collective qui sera déjà un bon début.
Ouais, complètement. Et le livre est très bien organisé de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre pour vraiment les actions qui sont gratuites, un chapitre pour celles qui peuvent coûter un tout petit peu, et puis un chapitre pour celles qui sont plus coûteuses. Et à la fin de chaque chapitre, il y a la liste, un récapitulatif de la liste de toutes ces actions-là. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, dans les actions qui ne coûtent rien, moi, j'aime bien déjà le sujet de s'intéresser à sa police de caractère. Lorsqu'on choisit une police de caractère économe en encre, eh bien, on peut gagner entre 25 à 30 d'encre, donc c'est tout à fait significatif. C'est une mesure simple et économique. Voilà comme première mesure. Après, une autre mesure, bien sûr, qui est assez simple aussi, c'est de supprimer les bouteilles en plastique, qui a le mérite d'être lisible et visible. Nous, par exemple, c'était notre cas chez Bossan Conseil. On avait on achetait des bouteilles en plastique, et donc voilà, on se rendait compte vraiment visuellement chaque, à chaque commande. D'abord, il y avait un sujet de stockage, ça a un certain coût, et puis voilà, on se rend compte bien sûr de la quantité quand même très importante de plastique. Donc on a choisi d'installer pardon, une machine, en l'occurrence un robinet filtrant, qui permet d'avoir de l'eau filtrée, parce que là où on est, l'eau voilà, a un fort goût calcaire. Et, et donc avec cette installation, eh bien, on a fait des économies, et on a complètement arrêté les bouteilles plastiques. Donc voilà deux exemples de mesures simples à mettre en place. Alors à partir du moment où on a installé cette machine à filtrer l'eau, je trouvais que c'était intéressant que mes collaborateurs aient une gourde. Mais la question que je me suis posée, mais la gourde, si elle est fabriquée à l'autre bout du monde dans des mauvaises conditions sociales, finalement, ma démarche, elle est quand même pas tout à fait optimale. Et donc j'ai voulu chercher une gourde fabriquée en France. Moi, je suis très sensible au sujet de l'emploi, bien sûr, et donc fabriquée en France, bien sûr, pour l'impact carbone minimisé, et puis pour l'impact social, donc pour l'emploi en France. Et donc voilà comment j'ai sélectionné l'entreprise Gobi qui propose des gourdes made in France, et moi je les ai offertes à mes collaborateurs qui l'ont sur leur bureau tous les jours. Voilà quelques exemples de premières mesures. Super. Et est-ce que toutes ces actions que vous proposez dans le manuel, vous les aviez et vous les avez mis en place dans votre entreprise avant de les proposer? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On a, enfin, en fait, le livre est le résultat de 5 6 années à peu près de recherche, de tests. Globalement, la grande majorité des mesures a fonctionné, mais j'ai eu et j'ai encore aujourd'hui quelques résistances. Je prends l'exemple du moteur de recherche. On a la possibilité d'utiliser non pas le moteur de recherche classique qu'on utilise tous à la base, mais d'utiliser des moteurs alternatifs comme Ecosia ou Lilo, qui permettent soit de faire des dons, des petits dons avec un certain nombre de clics, soit de planter des arbres avec Ecosia par exemple. Les moteurs de recherche sont très efficaces, ça fonctionne très bien, mais moi, par exemple, j'ai eu de la résistance avec certains de mes collaborateurs voilà, qui me disaient que c'était pas aussi efficace quand on faisait des recherches pointues, et cetera. Et donc c'est vrai que je pense qu'on peut pas passer en frontal, hein, ça reste il faut que ce soit collectif, il faut qu'il y ait l'adhésion de tout le monde. Donc, eh bien, je pense qu'il faut insister, revenir à la charge, ou alors passer d'autres mesures et puis réessayer sur ces sujets-là. Voilà, je pense qu'il faut du temps et de la régularité dans l'engagement. Moi, par exemple, j'organise, même encore aujourd'hui, une petite réunion sur ces sujets-là à peu près tous les trimestres, on va dire 3 fois par an, où on ne parle que de développement durable, en tout cas de RSE. Et je trouve que ça permet d'avoir une dynamique, de remettre ces sujets-là quand même régulièrement au-dessus de la pile, et de se dire: «Ah oui, là, c'est vrai que ça a pas très bien marché, on pourrait peut-être essayer différemment, ou réessayer autre chose», et cetera. Donc hem, voilà, c'est évidemment pas si simple, parce qu'on est dans le sujet du changement, et on sait bien sûr qu'on a toujours un peu plus ou moins de résistance au changement, parce que la simplicité, c'est de ne rien changer, c'est
de faire toujours pareil. Donc, le changement implique un effort et donc c'est important de le faire de manière collective et de se stimuler finalement et de se motiver les uns les autres. Mmh. Oui. Donc vous avez des salariés pour qui, bon, il y a des changements qui sont, moins évidents à faire. Est-ce qu'à l'opposé, vous en avez qui sont très motivés par le sujet et qui vous aident à Mmh. mettre en place, ces actions? Tout à fait. Pour le coup, bon, bah, je crois que c'est des non, c'est peut-être pas des natures humaines, mais en tout cas, il y a des centres d'intérêt, de chacun avec des choses d'ailleurs qui peuvent évoluer avec le temps. Globalement, hem, on fait partie du 1 pour la planète. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard, mais on a quand même un engagement qui est affiché, mais on a des sensibilités qui peuvent être différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de tendre la perche à ceux qui ont envie de l'apprendre et à ceux que ça intéresse, à ceux qui vont passer du temps pour ces sujets-là. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, on cherchait un sous-main 2 sous-mains parce que ceux qu'on avait étaient abîmés, sur nos bureaux. Le premier réflexe, c'est de de regarder, une grande enseigne de meubles pas chers, mais qui ne sont pas des produits durables et qui sont fabriqués, à l'autre bout du monde et qui sont donc du low cost et donc encore une fois pas durable. Et donc on s'est dit non, là on va chercher, eh bien on va essayer de chercher un sous-main made in France, quelque chose de durable, etc. Et donc on a trouvé, mais on a passé du temps. Et donc en fait moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est je dis bah, qui veut bien s'en charger, voilà, parce que quand on est une petite équipe, eh bien il faut des volontaires pour passer un peu de temps à chercher. Voilà, pour vraiment faire un achat conscient, réfléchi et pas acheter au moins cher et pour pas acheter n'importe quoi en fait. Mmh mh. Ouais, complètement. On sent que l'éthique, ça a aussi une grande part, au-delà du climat, dans votre démarche. Vous avez évoqué le 1 pour la planète. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Oui, le 1 pour la planète, c'est un collectif d'entrepreneurs, un collectif d'entreprises qui a été créé à la base aux États-Unis par le fondateur de Patagonia. Donc c'est une association. L'association existe en France depuis 2014. Donc le concept est très simple. Le 1 regroupe des entrepreneurs donc qui ont décidé de consacrer 1 de leur chiffre d'affaires à du mécénat en faveur de l'environnement. Donc du mécénat, concrètement, c'est de la philanthropie, c'est un des dons que l'on fait en faveur d'associations exclusivement sur le thème de l'environnement. Et alors on faisait déjà des dons en faveur d'une association, mais pas à hauteur de 1 de notre chiffre d'affaires. Et en 2018, on a décidé de franchir cette marche et d'adhérer au 1. On était le numéro 170 fin 2018 et aujourd'hui on a passé les 700 membres, les 700 entreprises françaises membres du 1. Donc on reste petit par rapport aux plus d'un million d'entreprises en France. On est vraiment un petit collectif d'entrepreneurs, mais c'est un collectif qui est en fort développement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup d'entrepreneurs en 2020 qui ont appelé le 1 en disant bah, écoutez, moi maintenant, je veux adhérer au 1 je veux m'engager réellement et concrètement et je ne veux pas attendre, je veux m'engager maintenant. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant en 2020, en tout cas les entreprises qui ont eu la capacité de le faire, en tout cas les entreprises qui ont manifesté un désir d'engagement en 2020, je trouve que ce sont des signaux euh, encourageants et intéressants. Donc ce collectif d'entrepreneurs, moi je suis même administratrice de l'association. On m'a demandé voilà, si je voulais bien m'engager bénévolement et j'ai accepté. Et je trouve que c'est très intéressant voilà, de voir ce collectif évoluer, continuer de s'engager de manière très concrète. Donc les thématiques proposées par le 1 c'est toutes les thématiques qui concernent l'environnement ou la planète en général. Donc on a cette grande thématique qu'on peut encourager. On choisit, bien sûr, chaque entreprise choisit le ou les associations qui souhaitent encourager. On a la biodiversité, on a les océans, on a l'agriculture, etc. Donc on a vraiment toutes les grandes thématiques
voilà, toutes les grandes thématiques environnementales. Et si l'entreprise est une entreprise de taille plus importante, qu'elle ne peut peut-être pas franchir cette marche tout de suite de don, qui est quand même un engagement important, on peut tout à fait fonctionner par ligne de produit, c'est-à-dire bon, bah, finalement j'ai tel produit ou tel service voilà, que j'ai envie de développer et qui pourrait adhérer au 1%. Donc le 1% est assez souple dans sa manière de voir les choses pour faire en sorte qu'il y ait voilà, le plus possible, enfin, en tout cas que le mécénat environnemental se développe, quels que soient finalement les moyens des entreprises. Mmh. Ouais, c'est une belle démarche et il y a beaucoup de démarches d'entreprises comme ça qui montent et qui sont vraiment en croissance. Ça montre à quel point toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, sont en train de s'approprier ces thématiques et ont envie d'agir. Bien Et sûr. c'est vrai que derrière le mot entreprise, en final, il y a des hommes, des femmes et je crois qu'on est très touchés personnellement par toutes ces thématiques. En entreprise, on y passe du temps. C'est pour ça que c'est si important de s'impliquer même en entreprise et ben, c'est de ça dont on parle dans Écolo au boulot en général. Les salariés qui ont envie que leur entreprise soit déjà impliquée dans la lutte contre le changement climatique. Il y a beaucoup de freins aussi quand l'entreprise n'est pas moteur pour un salarié qui a envie, lui, d'agir dans son entreprise. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des salariés voilà, qui lisent votre livre, qui voient qu'il y a des actions qui coûtent rien, qui voudraient les mettre en place dans leur entreprise, mais qui savent pas trop comment s'y prendre ou sur quoi appuyer? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Alors, le premier conseil, je reviens un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est bien sûr de commencer par les mesures donc qui ne coûtent rien, voire celles qui, permettent de faire, quelques économies parce que celles-là, on ne peut pas, refuser d'écouter un collaborateur qui essaie d'amener ces sujets-là, surtout lorsque ça coûte rien à l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à suggérer qu'on veut bien le prendre en charge parce que, hem il y a aussi une question de temps passé, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des managers ou des chefs d'entreprise qui ont peur peut-être que ça prenne trop de temps aux collaborateurs et qui négligent, peut-être leur travail, opérationnel, habituel. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire: «Bah, je m'en occuperai, par exemple à la pause déjeuner» et cetera. Voilà, même si on pourrait se dire que ces sujets-là, ils devraient être traités sur le temps de travail. Je pense que quand on a une entreprise qui est, totalement fermée ou totalement débutante sur ces sujets-là, bah, il faut pas hésiter à montrer sa bonne volonté et à essayer de faire des efforts en termes de souplesse pour essayer de faire passer ces sujets-là. Moi, je crois beaucoup, aux forces de proposition que peuvent avoir les collaborateurs vis-à-vis de leur hiérarchie, de leurs dirigeants et je pense qu'il faut, à mon avis aussi, pas tout de suite essayer de faire des trop grands pas, mais essayer d'y aller régulièrement, avec des petits pas plutôt que tout de suite essayer de montrer qu'on veut franchir une trop grosse marche parce que ça, pour le coup, ça peut générer des freins, voire des refus de la part de la hiérarchie. Donc, peut-être essayer de suggérer à ses patrons, à son patron, eh bien, de démarrer une démarche, voilà, de faire un point, par exemple, tous les trimestres, avec les volontaires, sur ces sujets-là, démarrer par des choses qui coûteront rien à l'entreprise ou qui pourront générer des petites économies et cetera et voilà, montrer que, finalement, ça va s'intégrer de manière durable dans le paysage de l'entreprise, mais en douceur. Ça reprend complètement la citation que vous avez mis en début et fin de votre livre. Choisissez des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. C'est vraiment ça, on commence petit, mais au moins on est sûr de pouvoir y arriver. Exactement et d'ailleurs je discutais avec, un responsable RSE d'une grande entreprise qui me disait justement que le risque c'était, de vouloir, franchir une marche trop importante et finalement de se décourager et d'arrêter là. Je pense que ce qui est très important, c'est vraiment la notion de durée, d'inscrire cette démarche dans la durée et de la faire monter en puissance, lentement peut-être, mais peut-être trop lentement, mais en tout cas sûrement. Ça, je pense que c'est vraiment très important plutôt qu'essayer de faire des choses et puis finalement, rien par la suite, hein. Mmh. Et votre livre, il est sorti l'année dernière en 2020. Est-ce que vous avez eu des retours d'entreprises ou d'entrepreneurs ou même de salariés qui l'ont consulté, qui ont mis des choses en place?
Alors effectivement, il est sorti en mars. Alors malheureusement, tout le lancement, les séances de dédicace, etc. n'ont pas pu avoir lieu, donc c'est un petit regret. Il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de bienveillance autour de ce projet, ce qui me fait toujours chaud au cœur, ce qui me fait très plaisir. Le livre, on vient de passer là, les 2000 exemplaires vendus. Je suis très contente parce que ça veut dire qu'il y a 2000 entreprises qui ont eu accès, ou 2000 personnes qui ont eu accès à ces conseils, à cette dynamique à partager. Euh, donc, euh, donc déjà, voilà, je suis contente de ce succès pour ce petit livre. Et oui, j'ai eu beaucoup de retours de la part de soit des salariés, soit des entrepreneurs solos, soit des entreprises un peu plus importantes. Beaucoup de témoignages en me disant bah tiens j'ai commencé par ça ce mois-ci, tiens et puis 3 mois après tiens on a fait ça avec mes collaborateurs, etc. Tiens vous en pensez quoi? On envisage l'arrondi sur salaire pour des dons, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Voilà, donc c'est l'occasion aussi d'aborder d'autres sujets qui ne sont pas dans le livre, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a qui ont démarré et qui se sont mis dans une démarche de progrès. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y en a aussi qui l'ont offert. C'est vrai que je trouve qu'en tant que cadeau client, ben voilà, c'est un cadeau qui est pas bête et ça donne aussi des signaux à ces parties prenantes, notamment à ces clients qui, qui sont intéressants. Ouais, ouais, c'est une très bonne idée. Moi, de mon côté, j'ai prévu de le laisser à l'accueil de notre entreprise. On a une petite zone d'attente et on a souvent des visiteurs. Donc, je me suis dit Oui, que ça leur permettra de jeter un coup d'œil pendant leur temps d'attente avant le merci. rendez-vous. Merci pour cette bonne idée. Ce livre, c'est des actions que vous avez testées. Vous nous dites que finalement, il y a d'autres thèmes qui n'ont pas été traités dans le livre dont vous discutez avec des personnes qui l'ont lu. Vous avez créé un site internet pour pouvoir plus ou moins actualiser ce que vous avez écrit dans le livre et apporter encore plus de contenu. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, voilà, lorsqu'on écrit la dernière ligne d'un livre, il y a un petit côté frustration parce qu'évidemment, on doit arrêter d'écrire. Et moi, je vois que c'est une matière évolutive. Je vous parlais tout à l'heure des sous-mains qu'on a dû chercher pour nos bureaux. On a eu des difficultés. On a dû chercher aussi des pochettes d'ordinateur. On a eu beaucoup de difficultés aussi. Je me dis, bah, tout ça, c'est des choses que je pourrais rajouter peut-être dans une version actualisée. Et puis il y a eu d'autres rencontres que j'ai eu l'occasion de faire après l'écriture de ce livre. Et, et je pense par exemple à Ecomail. Ecomail, qui est une boîte mail écologique, qui fait partie d'ailleurs du 20% pour la planète, donc qui reverse une partie importante de son chiffre d'affaires dans des dons en faveur de l'environnement, donc avec une sensibilisation à la pollution numérique, etc. Donc, en tout cas, ces sujets-là, voilà, je vois bien que c'est un livre qui n'est pas exhaustif, qui nécessitera peut-être une mise à jour, une actualisation. Et donc, il y a ce blog entreprise-climat qui est voilà, qui est alimenté de temps en temps avec des nouveaux sujets. Mais je trouve intéressant d'ailleurs que ce soit évolutif, que tout ne soit pas gravé dans le marbre, mais qu'il y ait encore des solutions qui existent ou qu'on découvre ou qui naissent. Euh, voilà, je pense par exemple aussi au coq de téléphone portable Ecoya, qui est une, une start-up qui a inventé des coques de téléphone totalement éco-conçus avec un système de consignes, etc. pour une circularité totale. Voilà, bah, tout ça, c'est des nouveautés et bien sûr qui peuvent intéresser n'importe quelle entreprise en fait. Oui, a priori, les téléphones, c'est assez répandu dans les Voilà, c'est entreprises. ça. Normalement, ça devrait concerner tout le monde. Ok, bon, en tout cas, vous l'avez donné l'adresse, c'est entreprise au singulier-climat.com. Tout à fait. En plus de votre entreprise qui est déjà, elle, engagée dans la finance verte, vous êtes un peu partout pour la promo de votre livre depuis presque un an. Vous êtes actrice dans votre entreprise, vous êtes administratrice du 1% pour la planète. Sur votre compte Instagram, on peut voir aussi que vous soutenez souvent, vous mettez en valeur des marques éthiques, des marques écologiques pour les faire connaître, les mettre en valeur. Bon, en gros, vous êtes suractive et militante pour la protection du climat.
Comment on sait quand est-ce qu'on en fait assez, qu'on a assez d'impact? Est-ce que, alors ça sort du livre complètement, mais je pense que les auditeurs d'Écolo au boulot, ils sont très militants, ils ont vraiment envie d'avoir de l'impact et on parle des fois de burn-out écolo, on veut tellement en faire qu'on s'épuise. Oui. Où est-ce qu'on met le curseur? C'est une bonne question et je ne sais pas si je suis capable d'y répondre. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est finalement, et ça a toujours été le cas, c'est d'aller au-delà de mon propre cas, c'est-à-dire d'essayer de montrer l'exemple, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me rend tout à fait en équilibre, en harmonie avec ce que je suis et ce que je souhaite être. C'est-à-dire que je me dis, ce qui compte, c'est effectivement d'essayer de mettre en place une petite action, mais surtout de la faire connaître, de la partager pour que d'autres puissent s'y mettre. Et moi, ma plus grande satisfaction, c'est lorsque je reçois des messages en disant, tiens, voilà, j'ai essayé et ça y est, j'ai changé cette pratique. Donc, c'est vrai que plutôt que d'être très, peut-être trop ambitieux dans tout un tas de choses pour soi-même, je pense que c'est peut-être plus facile de se dire finalement je vais peut-être baisser d'un cran mon curseur target, c'est-à-dire mon objectif, mais je vais essayer d'en parler autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le cercle amical ou familial. Et voilà, mon impact, il va être aussi d'essayer en montrant l'exemple, d'essayer de faire bouger un petit peu le curseur des autres. Et ça, je trouve que c'est très satisfaisant et ça évite aussi de se mettre trop de pression à soi-même, heu, parce qu'on a un retour, finalement, on peut avoir un retour assez rapide et vraiment qui apporte beaucoup je trouve de satisfaction. C'est finalement regarder aussi autour de soi les autres changer, mais petit à petit. Ouais, on est dans même malgré l'urgence, on est toujours dans une démarche qui prend du temps et il faut l'accepter Ouais, quelque part. c'est ça. C'est ça ce qui est difficile, hein. C'est vrai que moi j'aimerais bien aussi aller beaucoup plus vite. J'aimerais bien que tout le monde aille beaucoup plus vite. Mais bon, je crois que ce qui compte, c'est vraiment que les changements soient, comment dire, s'inscrivent dans le marbre, c'est-à-dire que soient vraiment acquis plutôt qu'ils soient fragiles. Je pense que c'est vraiment important vraiment de gravir des marches, petit à petit. Mmh, complètement. On arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous nous avez raconté. J'espère que ça a donné à tout le monde envie d'ouvrir votre livre, Le petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, qu'on soit dirigeant d'une TPE, PME, auto-entrepreneur ou salarié. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un mot de la fin, un dernier conseil? Merci, déjà merci, hein, pour tout ce que vous faites. Je trouve que, cette thématique que vous abordez, écolo au boulot, elle est voilà, pas assez entendue, pas assez connue. Donc merci vraiment d'apporter de la pédagogie, d'apporter de la lumière sur ces sujets qui sont extrêmement vastes mais passionnants. Moi peut-être en mot de la fin, donc bien sûr merci et voilà, je rappelle que tous ceux qui achèteront le livre feront aussi une bonne action puisque mes droits d'auteur qui représentent 10% du prix du livre sont donnés en totalité à la fondation Good Planet. Donc je pense que c'est important aussi d'essayer d'apporter un petit coup de pouce à cette belle fondation d'utilité publique. Donc voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup. J'espère que cet échange avec Pascal Bossan vous a plu. Et maintenant, j'ai une surprise pour vous. Elle nous fait vraiment la gentillesse d'offrir un livre à un auditeur d'Écolo au boulot. Pour cela, ça se passe sur le compte Instagram d'Écolo au boulot, @écolo-au boulot. Vous avez le lien direct dans les notes de cet épisode. Et donc du 1er février au 5 février, vous allez trouver un post qui vous permettra de gagner le petit manuel pour l'entreprise Comment agir pour le climat. C'est très facile, donc si vous voulez le gagner, n'hésitez pas, dépêchez-vous. Ça va durer 5 jours. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir!